Nous, on est une agence de conseil qu'on a montée il y a 6 ans, centrée sur Paris. Côté Strasbourg, parce que moi, je suis plus du côté Allemagne. Je pourrais juste avoir un verre d'eau, en fait. I do not want to die. Donc, côté Strasbourg. Et puis, récemment, depuis 6 mois, côté Londres, puis qui est aussi notre centre opérationnel autour de Damnews et avec une expansion, puisqu'on a aussi annoncé la semaine dernière, je ne saurais combien te remercier. Voilà. Puisqu'on a annoncé la semaine dernière un partenariat avec AVP, qui est un partenaire Orange Logic sur les US. L'idée, c'est qu'on ne va pas forcément aller monter une société chez l'oncle Sam, surtout vu la qualité de l'oncle Sam actuellement. Donc on attendra un tout petit peu. Et puis donc voilà, en tout cas l'idée c'est que c'est simplement une représentation. Aujourd'hui quand on travaille avec les marques, mais vous le savez tous, les marques sont à l'international. Et très souvent quand on travaille avec des entités françaises, le headquarter il est à Dublin, il est à Lisbonne. Bon, on n'ira pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, mais un petit peu c'est comme ça. Rapidement, Activio c'est aussi une équipe avec 70% de femmes, donc ça c'est important, hein, hashtag Women in Tech, aussi beaucoup de jeunes qu'on essaye de faire en tout cas rentrer progressivement, et c'est une complétion entre experts, documentalistes, dame manager, pour reprendre le terme anglais de David Lipsey, tout ça au bénéfice de l'expérience client. Donc ça c'était le fameux partenariat avec Chris et John, que certains peut-être connaissent. Rapidement notre parcours client, un ensemble en tout cas de clients entre marques, grande distribution, luxe, que tu commences à toucher du doigt progressivement, mais on n'en dira pas plus aujourd'hui. Et beaucoup de médias et presse, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, on applique à nos clients les mêmes recettes que nous, c'est qu'on travaille le média. Donc on fait beaucoup de production de contenu, et notre quotidien avec l'équipe, avec les jeunes, c'est de faire du 4K. Voilà. Notre offre de service, rapidement, c'est tout ce qui est accompagnement client, depuis le RFP jusqu'au déploiement, et notamment avec des partenaires comme Orange Logic, et nous en sommes heureux, puisque, comme le disait, tu l'as rappelé dans l'historique, on a connu Orange Logic du temps de Carl dans les débuts des années 2000, MRM et compagnie, et puis en tout cas on essaye depuis 3-4 ans de faire great again dans le pays, avec, on sait, des approches qui sont souvent un peu différentes, mais en tout cas une équipe qui est consolidée. J'aime notamment bien mon ami Sylvain, qui est sans doute un des plus expérimentés du marché et qui a à peu près tout fait, du DAM, de l'édition en ligne. Donc voilà, donc tout ça pour dire que l'équipe, elle est solide. Rapidement, ce que je vais passer, voilà. Le sujet, c'est quoi? C'est le DAM. L'idée, c'est très simple. Aujourd'hui, le DAM, ce n'est pas simplement qu'un Records of Images. C'est tout ça. Il y a énormément d'input. Faut savoir, on fait de la haute def là-dessus, mais on est sur des use cases clients. On travaille avec des fichiers TIFF de 200 millions de pixels. Donc autant vous dire que quand il y en a quelques milliers qui arrivent, il faut que le DAM soit un petit peu solide. Beaucoup aussi autour de l'écosystème du DAM à travers les workflows. Ça, c'est un point aussi majeur dans Orange Logic. Beaucoup de solutions workflow dans la plupart des DAM sont quand même très légères. Pour la faire courte, ce n'est pas un workflow, c'est plutôt des étiquettes, des gestions plus ou moins de Kanban, plus ou moins améliorées. Là, dans le cas d'Orange Logic, on est sur un vrai work in progress avancé. Et toute la partie distribution aujourd'hui qui est importante afin d'alimenter tout ce qui est écosystème. Alors, côté Damnews, nous, ce qu'on fait, on teste toutes les solutions, bien sûr, dont Orange Logic, autour de spécifications. Le principe, c'est qu'un DAM, ce n'est pas parce qu'on a des imagés dans une interface que c'est un DAM. D'accord ? Nous, on peut vous faire plein de tests, et globalement, 2/3 des DAM du marché, on peut assez vite les faire tomber avec un simple fichier ou des métadonnées. Donc l'idée là aussi, c'est que de façon très agnostique, alors même si on travaille pour des Gartner et Forrester ou qui nous ont un peu conseil sur quelques vendors, nous, notre idée, c'est une approche où on ne fait payer personne. Par contre, on prend du temps à tester les solutions. Et d'ailleurs, on a tout nouvellement un snapshot Orange Logic qu'on est en train de rechallenger sur tous ces points-là. Le deuxième point, c'est le DAM Maturity Model. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est une initiative à laquelle j'avais participé d'ailleurs au tout début des années 2000 avec un certain nombre d'experts comme David Lipsey, Teresa Regli. On était un certain nombre autour à finalement mettre sur la table, parce qu'en fait, dans cette industrie, très souvent, on se pose la question, c'est quoi les standards, c'est quoi la norme? En fait, il faut savoir qu'on est dans une industrie, il n'y a pas grand-chose en fait. Dans le print, vous avez des normalisations telles que le PDF.
Voilà, le PDF, c'est certifié, vous savez, et c'est pour ça que quand vous allez imprimer, vous savez que ça va marcher. Voilà. Maintenant, dans le DAM, moi je dis toujours, il y a l'IPTC qui date de 65, mis en place en 1969. Voilà, qui est le standard de la métadonnée qui va suivre les fichiers, pas tous, hein, JPEG, TIFF, PSD, mais pas tous. Mais à un moment donné, on s'aperçoit que si on veut mesurer finalement le succès ou l'adoption d'une solution, on a essayé, en fait, ces experts, puisque c'est plutôt une initiative collective, c'est de dire finalement quel point d'intention il faut avoir dans la mise en place de ce DAM. Et on s'aperçoit que globalement, évidemment, il y a de la tech, il y a de l'écosystème, mais il y a aussi de la gouvernance, hein, on en a parlé. Et on va être très clair, hein, on va dire année après année, les systèmes sont, on va dire, sont plus robustes et plus solides. Maintenant, très clairement, c'est quand même le people, hein, c'est-à-dire c'est nous, Florian et moi ici sur la chaise, qui vont faire la différence. Donc ça, c'est très important et très souvent, on oublie ce point. Et en fait, ce DAM Maturity Model, on a essayé de le faire évoluer, notamment au travers de points que sont les AI, parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde en parle beaucoup, mais il faut aussi que ça s'assoie sur des fondements un petit peu solides. Tout ce qui est aussi durabilité. Alors évidemment, vous allez me dire que c'est peut-être parce que le soleil s'approche trop de la Terre qu'il fait plus chaud. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on sait que l'impact du CO2 sur le digital, il est autour de 3-4, mais avec l'augmentation des usages de l'IA et des processing, on est plutôt sur un 6, 7, 8 dans les 5 années qui viennent. Bon, tout ça pour dire qu'il faut essayer de jouer tout son petit colibri, hein, c'est-à-dire qu'on range sa chambre, on évite les doublons, mais là aussi, c'est là que l'IA va intervenir. C'est-à-dire que l'humain, il peut faire des choses, mais pas forcément tout. Et en tout cas, ce sont ces points clés qu'on a essayé d'intégrer dans ce DAM Maturity Model, que beaucoup de vendors reprennent aussi à leur compte. Tu veux peut-être rajouter quelque chose? Non, je dirais que c'est un point important et c'est pour ça que je voulais un peu ce workshop aujourd'hui pour vous tous dans l'assistance. En fait, si vous voulez, la première erreur qu'on voit en fait sur les projets de DAM, c'est que, comme je vous l'ai dit auparavant, on est souvent un DAM qui est en deuxième ou troisième génération. Les sociétés ont du coup fait pas mal d'erreurs, ont touché pas mal de limites. Et je pense en fait le plus gros challenge qu'ont en fait les sociétés qui veulent implémenter un DAM, c'est qu'ils n'arrivent pas en fait à analyser aujourd'hui où elles sont sur cette courbe de maturité. Et parfois, soit elles vont trop bas, parfois elles vont trop rapidement. Et en fait, je pense que c'est un bon point de repère pour vous dire, bon voilà, aujourd'hui on a telle problématique, mais quelles vont être mes problématiques dans 18 mois? Et justement, cette problématique dans 18 mois, c'est souvent celle à laquelle on ne pense pas qu'on achète un nouveau DAM. Et on se retrouve avec un outil qui marchait très bien pendant 18 mois, 24 mois. Et au bout des 24 mois, on est obligé de passer sur quelque chose d'autre. Donc je pense qu'il est intéressant, et peut-être à faire avec Fred après cette journée en follow-up, mais je pense qu'il y a un certain nombre en fait, de maturity assessment que vous pouvez faire avec Activo, qui va vous permettre de vous dire aujourd'hui vous en êtes là à cause des sujets de gouvernance, de métadonnées, etc. Parce qu'en fait, c'est que des skills ou des compétences que vous voyez sur cette courbe de maturité. Et ça permet un peu de vous remettre un peu en question et de voir une vue un peu plus, je suis désolé pour tout l'anglicisme, holistique, entre guillemets, d'où vous êtes aujourd'hui et vers quoi vous voulez tendre demain. Et en fait de mettre en place, est-ce que le système aujourd'hui est encore bon? Est-ce que c'est un problème de gouvernance? Si les deux sont non, à ce moment-là, il faut que j'aille chercher un nouveau DAM avec de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités. Et ce que nous on fait, nous, chaque fois, on n'est pas là pour... c'est pas la technologie qui va résoudre tous les problèmes. Et très souvent, ce que l'on fait, et ça, je pense que d'ailleurs, quelques-uns dans l'Assemblée qui peuvent en témoigner, on fait ce qu'on appelle un bilan de santé. C'est-à-dire qu'on se pose à un moment donné et on se dit, c'est pas que l'éditeur, d'accord? Ça peut être tellement de choses autour. Alors quelquefois, c'est vrai que gérer un RFP, c'est pas simple parce qu'on voit quelquefois des présentations commerciales qui font vendre beaucoup de rêves et quelquefois déconnecter finalement des problématiques. Donc ça, c'est vrai que avant de changer, on passe du temps et on n'est pas McKinsey, c'est-à-dire qu'on ne va pas vendre 282 jours d'audit. Nous, l'idée, c'est que facilement en 3 à 5 jours, on étudie les taxonomies. Et là, pour le coup, ce que l'on fait, on utilise aussi l'IA, c'est-à-dire que ce soit des Perplexity, que ce soit des OpenAI, etc., on va utiliser l'IA pour aller auditer une taxonomie et voir le taux de complétion d'une métadonnée, essayer de comprendre un petit peu comment le système a été utilisé. Et comme le dit Florian, le cas échéant, évidemment, on peut se relancer sur une fausse de RFP. Malheureusement, j'ai tendance à dire on a trop le cas souvent en France, je peux vous citer, je ne vais pas les citer ici, mais un certain nombre de sociétés, même du CAC 40, qui ont 3 DAM, 2 PIM, etc., etc., etc. Voilà, on a des sociétés bancaires qui sont quand même suffisamment aujourd'hui, qui ont les moyens financiers. Ce n'est pas normal de se retrouver avec un DAM par entité, se retrouver avec 6 DAM à la fin.
Il y a un moment donné, il faut être un peu logique. Donc et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve moins chez les anglo-saxons, où il y a plus cette notion de maturité de patrimoine. Et je pense qu'on est tout aussi intelligent, voire plus qu'eux. Donc ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est à un moment donné de dire aux clients, et ce n'est pas parce qu'il y a un CEO qui vient d'arriver pour marquer son territoire qu'on va changer de système. Ce n'est pas ça la logique, en tout cas, telle que nous, on l'entend. À titre de curiosité, est-ce qu'il y a des sociétés ici qui ont plusieurs DAM actuellement? Il faut oser le dire. Non communiqué, mais je pense que oui. Mais on a aussi plusieurs pieds, bien sûr. Non, je crois que de toute façon, c'est des choses qu'on a. Enfin, on connaît un petit peu les clients. Après, c'est sûr que c'est jamais évident. Quelquefois, il y a des notions d'acquisition. Voilà. Après, il y a aussi des notions de gestion de patrimoine. On peut très bien imaginer avoir un DAM qui est orienté produit et avoir un DAM orienté patrimoine. Maintenant, quand on parle du DAM au niveau entreprise, on a de plus en plus la capacité de sectoriser les contenus, de les personnaliser. Donc typiquement, on peut très bien faire un patrimoine d'Orange Logic tout en mettant une autre personnalisation pour alimenter du produit. En tout cas, les solutions, elles sont là. Et en tout cas, nous, c'est notre espèce d'engagement à un moment donné de réfléchir intelligent, collectivement, et pas se dire, allez, je change parce qu'il faut changer, et puis pas se poser les bonnes questions. Et je pense que c'est souvent aussi quelque chose qu'on conseille chez Orange Logic, c'est-à-dire qu'on est conscient que on n'est pas fait pour toutes les sociétés qui sont aussi sur le marché. Et ce que nous, on aime préconiser aux clients, c'est avant même d'avoir une conversation avec eux, c'est savoir, est-ce que vous avez déjà fait un audit de ce que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez travaillé sur la gouvernance du produit actuel? Et si oui, à ce moment-là, ça fait du sens d'échanger ensemble et de voir comment on peut vous aider sur vos processus de... Et typiquement, on va aussi souvent travailler sur des fichiers graphiques. Je vois comment travaillent les agences, on travaille avec les plus grandes, les Publicis, les BETC. Quand vous voyez comment est fait un fichier Photoshop aujourd'hui, c'est juste pas possible. Quand on sait le coût de l'heure à l'agence, qu'il y a tous les calques sont en untitled, qu'il n'y a pas de groupe, qu'il n'y a rien, enfin c'est juste pas possible. Et vous savez, quand un fichier Photoshop, vous mettez dans DAM, quel que soit le vendor, il va faire le calcul sur le premier layer. Donc évidemment, le Photoshop, il arrive, c'est pas la bonne image. Eh bien oui, parce que ça va été organisé. Voyez, donc c'est beaucoup cette partie-là qui est extrêmement importante. Et du coup, en fait, à la suite de cette étude, on fait une espèce de graphe. Forcément, plus c'est grand, meilleur c'est, plus c'est petit, moins c'est. Et puis on essaye de voir comment améliorer les choses. Alors ça, ça c'est immanquable. Hein. C'est l'interview sur NLB Show. I don't think I authorize the rights. No, because I know that every time you say okay, so yeah, you told me you are the first fan, so reason. But maybe I should send you the email before. Non, donc ça, c'était effectivement... Et c'était important parce qu'on était aussi sur des sujets... aujourd'hui, en fait, l'architecture est extrêmement flexible pour être finalement on-prem, hybride, etc. Et très clairement, avec Aristide et Marius, quand on édite des fichiers vidéo, mais pas une seule fois que vous nous faites travailler dans le cloud. C'est pas possible. Le temps que ça processe, que ça machin, que ça vienne, c'est juste pas possible. Donc, nous, globalement, on est blindés de SSD 8 Tera collés aux machines et on travaille comme ça. Moi, je travaille avec HBO, avec Karen sur New York. Tout HBO travaille sur des NAS. Voilà. Alors, évidemment, ils ont toujours un bout d'un éditeur que tu connais. Bon, on ne va pas forcément le citer là, mais chez les gros clients, c'est compliqué de bouger quelquefois. Mais en fait, au final, le process métier au quotidien, chez HBO, c'est quoi? C'est du stockage interne. Et après, c'est des liens box, pour vous situer. Vous voyez, donc, quand vous regardez la chaîne, ça se passe à peu près comme ça. Donc, le deuxième point qui est important, parce que c'est quand même aussi notre sujet, c'est l'impact de l'IA dans tout ce qui est cycle vie des médias. Pour faire plaisir à Sylvain, je vais dire des actifs numériques. Voilà. Alors là aussi, je crois que, je pense que vous avez bien compris, parce que le cas client était vraiment très très bien. Ça fait quasiment plus d'1 an et demi que vous êtes sur cette intégration des agents IA. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu une barrière entre ce qu'un éditeur va proposer et ce que nous on attend. Si vous faites un sondage sur les agents IA, je pense que la plupart des gens ils vont retenir ce qui s'est dit dans les médias, etc., avec tout le respect que j'ai pour eux, mais c'est vrai que c'est un peu obscur. Et c'est vrai que nous, notamment à DAM News, quand on audite un petit peu ça, on est quelquefois un peu perplexe encore, parce que finalement, beaucoup de gens vendent un peu de l'analyse, parce que c'est très compliqué, parce qu'un agent IA, c'est du trafic. Ça coûte combien? Alors certains vous dire, allez, je vous mets 24 tickets, puis on verra bien. Bon, après, il y a un nombre de tickets qui vont être consommés.
Nous, on fait pas mal de tests, puisqu'on a, chez Activo, on a tout automatisé côté IA, tout ce qui est projet, etc., pour tout ce qui est recoding, CR et compagnie. Mais pour vous dire que quand vous avez un cloud max à 200 € par mois, vous le grillez ça facilement. Moi, j'arrive le 22 du mois, je suis un peu limite. Donc tout ça pour vous dire que c'est très compliqué à l'échelle de l'entreprise. Vous avez, moi je suis chez Michelin, on est 180 000 utilisateurs. On fait comment? C'est incontrôlable. Donc c'est pour ça qu'entre tout ce qui est IA proposé et puis après ce qui va être consommé, le coût de tout ça c'est compliqué. Néanmoins, je pense qu'il y a 5 dimensions qui sont importantes et qui sont la représentation aussi de ce que fait Orange Logic aujourd'hui. C'est évidemment l'enrichissement. Donc l'idée c'est pas de remplacer le librarian, l'idée c'est de la documentaliste. C'est aujourd'hui la documentaliste, elle va utiliser l'IA pour compléter cette information. Nous, chez Activo, quand on fait des études, on travaille des taxonomies, on fait de l'immersion à travers les sites web, les documents, pour comprendre le vocabulaire. Le DAM, c'est du vocabulaire contrôlé. Et l'IA, pour qu'elle soit intelligente, c'est quoi? C'est être capable de mapper finalement les capacités d'IA avec la taxonomie et avoir ce contrôle de vocabulaire. Ça, c'est encore loin d'être fait, mais en tout cas, on y approche et on touche du doigt, notamment chez Orange Logic. Et donc, cette partie d'enrichissement, certes, elle est importante. Elle va apporter naturellement. C'est vrai qu'il y a quelques années, on a malheureusement beaucoup de clients qui ne prennent pas le temps, en tout cas, d'avoir ces documentalistes, d'indexer. En résumé, ça se termine avec un nom de fichier qui, la plupart du temps, est img_0261.jpg. Donc, autant vous dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est vrai que de plus en plus, on se retrouve là dans ces capacités, comme avec Orange, finalement, à taper ce que l'on veut, hein, directement comme vous le feriez avec une IA. Donc enrichissement des métadonnées. Il y a beaucoup tout ce qui est contrôle du branding, hein, tu l'évoquais là tout à l'heure, je crois que c'est important parce que finalement, il y a une typo qui arrive, il y a une couleur, etc. Si vous regardez, et moi je le vis un peu au quotidien avec les BETC, les Publicis, Omnipub et compagnie, le cercle non vertueux qu'il faut entre l'agence, le machin, le gars il arrive, le designer, tant qu'il est terminé ses 2 cafés, puis il fait un peu chaud, c'est compliqué. En fait, au final, il ne va pas cliquer au bon endroit. Tout ça peut prendre un process et coûter de l'argent. Et c'est vrai que là, il y a un vrai impact en termes de rentabilité. La transformation d'assets, parce que là, en tout cas, comme on évoquait avec Eric ce matin, c'est fondamental. Le principe d'un DAM aujourd'hui, c'est que vous ne stockez plus des dérivés successives à l'enfiler. Il y a 15 ans, on avait le TIF, on mettait des dérivés manuels, etc. Donc votre 1 Tera de départ, il se terminait en 5 Tera. Donc à l'époque, on était on-prem, on avait nos serveurs, n'est-ce pas Sylvain, Xinet Full Press, avec nos 20 Tera promesses, etc. Bon, aujourd'hui, c'est différent parce que la technologie, à partir d'un TIF ou d'un PSD, moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps chez Net-A-Porter au UK, ils ont, à partir d'un fichier, on fait 150 dérivés à la volée. Donc là, du coup, il y a un impact. En plus, on enrichit l'URL. Donc, on parlait de AOE, GOE, etc. Donc, cette partie transformation, elle est fondamentale. Elle ne s'applique pas qu'à la photo, elle s'applique aussi à la vidéo. Et donc, du coup, un impact direct sur la distribution. Peut-être que tu rajoutais quelque chose? Non, je dirais qu'en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette approche, ou en tout cas cette segmentation des différents services IA, c'est que, une fois de plus, si on écoute les C-level, et c'est ce que je disais un peu dans ma présentation un peu plus tôt dans la journée, c'est qu'ils veulent un peu l'outil un peu shiny. Mais aujourd'hui, dans le DAM, c'est vraiment, on n'est pas sur le shiny, on est sur de l'optimisation, sur comment automatiser la tâche. Et je pense qu'en fait, ce modèle-là va très bien avec la courbe de maturité, parce qu'en fonction de où vous vous situez sur la courbe de maturité, en fait, Activo peut vous indiquer globalement quels cas d'usage sont les bons pour vous. Parce que si vous allez tout de suite sur la générale, alors que vous n'en avez même pas encore à résoudre l'auto-tagging, il y aura peut-être quelques soucis. Et aussi, ce qui est intéressant avec Activo, c'est qu'ils font, comme il a dit Fred, ils font beaucoup de tests, beaucoup de POC. Et en fait, ça permet très rapidement de trouver des cas d'usage intéressants et ensuite de les mettre en place directement dans les différents acteurs du DAM. Par exemple, le cas maintenant de l'upload Photoshop dans l'interface. Bon, évidemment, je crois que ça doit faire 20 ans qu'on fait de la personnalisation. Ça doit faire rigoler Sylvain parce qu'on a à peu près tout testé depuis 20-25 ans entre le catalogue de retail, la pub digitale. 90% du temps, de toute façon, maintenant, c'est du digital. Une fois sur deux, ça se termine chez Canva parce qu'il y a du shadow IT Canva en permanence. Dans tous les sens. L'avantage, c'est que là, dans Orange, vous uploadez votre Photoshop, vous avez vos layers, des notions de permission, qu'est-ce que j'ai, tout ça extrêmement simple. Et pour ce digital-là, c'est franchement la voie à prendre. Le InDesign, j'ai rien contre, mais pour digital, c'est pas forcément adapté pour ça. Et je rajouterai un deuxième point sur lequel on attend beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle les workflows prédictifs, c'est-à-dire
Aujourd'hui, c'est bien d'avoir un workflow, c'est quoi? C'est une succession de jalons, de milestones, avec des tâches, soit de projets, soit de documents. Bon, là aussi, je pense que sinon, on a vécu pas mal de choses ensemble là-dessus depuis un petit moment. Et ça, c'est pas évident. Et en même temps, vous avez beaucoup d'acteurs ici du retail qui ont cette complexité à gérer avec différents stakeholders, différents rôles. Et tout ça, tout le monde doit collaborer. Et c'est vrai que l'IA aujourd'hui, on regarde des premiers tests, enfin des essais qu'on a pu voir, peut apporter une chose. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde veut tout de suite, plus vite, plus rapidement, et puis sans rien faire. Bah, c'est compliqué. Donc à un moment donné, il faut trouver le juste milieu entre l'humain et l'IA. Et l'IA peut combler un petit peu ce vide à un moment donné. C'est pas évident. Hein. Moi, globalement, j'ai passé 25 ans à faire des workflows dans tous les sens depuis ESCO et compagnie, etc. Vous avez des dashboards de dingue. Plus personne n'a envie de travailler là-dedans, en fait. Aussi simplement que ça. Donc c'est comment simplifier la chose tout en se basant sur un corps d'âme et puis avec des notions, puisqu'on évoquait la partie C2P. Je ne sais pas si je l'ai parce que j'aime bien insister dessus, mais bon, on vous partagera les slides. D'ailleurs, ça, c'est l'audit qui a été fait par nos amis de chez AVP. Donc, vous verrez un peu plus de détails sur la partie workflow d'âme et SEO GE. Ça, c'est pour demain. Hop là. Et je voulais terminer sur... Voilà, sur la partie C2PA. Donc là, c'est franchement extrêmement important. En fait, quand vous faites une photo avec un smartphone, globalement, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a aucune traçabilité parce que tout ça, ça répond à un standard. Alors, autant vous dire que Apple, les standards, ça leur passe à peu près à 3 km. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous me dites, et on est beaucoup dans la photo, quel est l'appareil, le seul qui est officiel certifié C2PA? Vous avez la réponse? Il n'y en a aucun. En fait, on n'est que sur des proof of concept de certains appareils. Voilà. Pour une raison qui est très simple. C'est que les Canon, les Nikon, les Fuji, etc. ne sont pas des éditeurs de logiciels. Donc, le seul appareil compatible, bon, ça fait un peu mal pour nous qui aimons la photo, c'est le Google Pixel 10 et 9. Pourquoi? Parce que Google, c'est une boîte de soft, pour la faire courte, qui font partie du consortium, etc. Alors, c'est vrai qu'on a des choses qui arrivent sur les logiciels, puisque Adobe fait partie, donc les Lightroom. On a aussi tout ce qui est les photostations, les photos mécaniques, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous shootez, en fait, c'est très compliqué. Nous, on travaille avec l'AFP et Reuters. L'AFP, ils ont développé un programme custom pour aller générer un certificat pour chaque asset qui vient. Parce que les assets, ça vient de tous les côtés. La plupart des photographes avec qui on travaille, nous, comme disait c'est le lion qui disait que bon, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Mais il faut savoir que la plupart des photographes, ils sont avec des boîtiers il y a 10-15 ans. Hein. Ils ne sont pas avec le dernier Canon R8 ou Z9, etc., qui pour le coup, eux, ne sont pas compatibles parce qu'ils sont trop modernes. Donc tout ça fait que cette chaîne de valeur, elle est compliquée. Par contre, on a l'avantage d'avoir un standard fixe qui est l'IPTC sur lequel se repose le C2PA, c'est ce qu'a fait Orange Logic. Et en tout cas, ce qui est intéressant et redonne de la valeur au DAM, c'est que finalement, les assets sont agrégés dans le DAM. Et le DAM, alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut se dire, allez, on certifie tous les assets, pas forcément le plus intelligent, mais par contre, on est capable d'identifier ceux qui vont être distribués, consommés par l'écosystème. Et ceux-là, c'est ceux qu'on va flaguer. C'est ce que fait typiquement un Reuters, qui va ne flaguer uniquement, certifier uniquement les assets qui sont diffusés. Et c'est ce qu'on peut faire effectivement dans Orange Logic. Fred, si tu devais donner un conseil à cette audience avant qu'on arrête le workshop, qu'est-ce que ça serait du coup sur l'IA? Qu'est-ce que ça serait sur l'IA? Une bonne pratique, un conseil? Je crois que c'est, de toute façon, moi je suis avec les clients, ça fait 4 ans qu'on est en test. Tous les clients font des hackathons dans tous les sens. Il n'y a qu'en testant qu'on rencontre un petit peu. Quand on reprend la courbe, bon, c'est pas pour leur faire de la pub de JP Morgan, mais ils ont des bons analystes là-dessus. La courbe d'évolution de ces services-là, elle est à 10 ans. Et encore, c'est une projection. Demain, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Il y a un an, tout le monde disait ChatGPT. Après, Gemini est sorti en 3, 3.5 et puis on n'en parle plus. Après, tout le monde parle de Claude. Bon, et là aussi, c'est un vrai challenge aussi pour un éditeur. Et en fait, je te répondrai avec le plus important, c'est votre expérience. Et en fait, le plus important pour un éditeur, c'est pas d'être là, c'est d'être assis à votre côté et passer du temps à regarder comment vous travaillez et à ce moment-là, de remonter ces informations au produit. Et je leur dis 2 fois parce que c'est très rare et c'est de plus en plus rare. On ne construit pas une expérience client dans Cloud Code avec une série de features comme ça. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important, être à l'écoute des besoins clients, trouver des solutions.
Et moi, je crois que c'est ce que vous avez commencé à faire plutôt bien. Tout à fait. Pour finir sur ce sujet, donc on a Mystique qui a tout un cours et qui enseigne l'IA en fait à l'université aux États-Unis, justement pour les librariens et les DAM managers. Donc je vous invite fortement à regarder son cours. Et la deuxième partie, c'est que parmi nos clients, on a la chance d'avoir Google, Amazon et Meta, donc qui sont, on va dire, des pionniers dans l'IA, et Nvidia aussi. Et en fait, on a un conseil IA en interne qui nous permet en fait de développer des vrais use cases pour les clients. Donc si même vous êtes intéressé de prendre un petit workshop sur l'IA, c'est des choses qu'on fait assez souvent avec Ben et Misty pour les clients. Donc, Et Misty est en train d'écrire un superbe article pour Dam News qu'on va faire en anglais et en français, parce que we like French, and especially tonight. Et donc, ça va être, bon, je place un peu, hein, c'est important, après la défaite de l'Allemagne, on ne peut que gagner. Tout ça pour dire que, en tout cas sur ces deux plateformes, on va vraiment pouvoir, vous allez pouvoir retrouver plein de testimonials, de contenus, etc. Et puis la dernière invitation, alors on a notre magazine hein, qui est en digital et en print. Voilà. Et la dernière chose, alors on a écrit beaucoup de white paper ces derniers temps. Donc l'état du DAM, le PIM, etc., le DAM du RAM, à peu près dans tous les sens, et le tout dans 4 langues. Et le dernier point sur lequel je veux vous inviter. c'est en DAM. Ah, Non, tu l'as pas? ouais, si, je l'ai, mais en fait, c'est une vieille présentation, mais bon. Non, je dirais que pour finir sur Andam, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet vraiment de rencontrer différents acteurs du DAM, de rencontrer des clients qui ont implémenté ces DAM. Donc il y a vraiment un vrai sentiment de communauté. Et au moins, ça vous permet vraiment de voir l'envers du décor et d'avoir des retours sincères. C'est 17 et 18 novembre cette année, d'accord? Alors nous, et moi en particulier, j'ai une absolue religion pour l'excellence à la française. Donc c'est extrêmement important de bien recevoir les gens. Donc pendant 2 jours, c'est l'excellence à tous les niveaux. Gustativement, drinks, voilà. Donc là, on évite les peanuts. Mais le plus important, c'est le contenu, c'est la communauté d'âme. Merci à Orange Logic d'être Platinum sponsor cette année. Donc attention, donc là, ils sont tout de suite à côté du cocktail et de la salle de conférence. Voilà. Donc si vous voulez des cocktails, venez nous voir. Voilà, c'est super important. Et donc voilà, c'est vraiment 2 jours en tout cas sur lequel, très interactif, network, réseau, digital, online, multilingue. Et cette année, on est au Comet Bourse, donc, qui est au centre de Paris. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Oui, donc jeux de conférences, ateliers. On va faire du dating, hein, parce qu'il y a le dating pour plein de choses, mais on l'applique aux dames, on ne sait jamais si ça peut marcher. Et donc tout ça pour vous dire que voilà, en tout cas, c'est beaucoup d'appétence, beaucoup de partage, et on espère vous y retrouver. Un grand merci Fred. Merci.